Alors aujourd'hui est une exception dans notre programmation puisque Norbert n'est pas astrophysicien et pourtant il va nous parler d'astrophysique, de physique et d'astrophysique. Voilà. Alors j'ai un petit peu discuté avec lui tout à l'heure pour en savoir un petit peu plus sur son itinéraire, son parcours, et j'ai appris, donc je vais répéter un petit peu ce que j'ai su. Et j'étais très intéressé de savoir justement comment Norbert est arrivé à s'intéresser en ce qui concerne le théâtre, à cet aspect tout à fait particulier qu'est le théâtre scientifique, on peut l'appeler comme ça. Eh bien, il se trouve que Norbert a commencé son travail, enfin, il a fait des études scientifiques de chimiste physicien, si j'ai bien compris. Et très rapidement, il s'est retrouvé à s'intéresser à la physique, à la mécanique des automobiles. Il a travaillé à la Régie Renault, traficotait quelques appareils électriques, des moteurs électriques qui ont plus ou moins bien fonctionné, ou qui ne fonctionnaient pas, ou qui fonctionnaient très bien. Je ne sais pas exactement, mais bon, ce n'était pas tout à fait satisfaisant quand même pour lui à l'époque, puisqu'il s'est déjà intéressé, ou en parallèle, il s'est intéressé au théâtre, donc à mi-temps théâtre et à mi-temps ce travail de physicien, concepteur, donc à la Régie Renault. Et puis un jour, il a fallu faire un choix, visiblement, on a dû lui dire, monsieur, faites quelque chose, décidez-vous, et le choix a été fait, qui a été finalement de se consacrer pleinement au théâtre scientifique, si j'ai bien compris. Complètement, parce que j'ai continué à enseigner à l'université, notamment à l'université d'Evry et à celle de Versailles, où je fais un cours qui s'adresse à des physiciens et j'essaye de les faire écrire d'autres choses que de la physique, mais qui se rapportent à la physique. C'est ça. Donc maintenant, il y a un mariage. Donc finalement, si j'ai bien saisi le parcours et ce que vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est à essayer de marier effectivement ce qu'est la physique, l'astrophysique et son prolongement vers le public à travers le théâtre scientifique. C'est ça ? C'est ça. Alors ça me fait un peu penser à... J'ai pensé, pas pu m'empêcher de penser à Hubble, qui avait commencé par la boxe et qui a fini par l'astrophysique. Et je me demande s'il a marié les deux, mais peut-être que dans la recherche, effectivement, on est obligé de se battre un petit peu pour arriver à faire passer ses idées. Alors il y a peut-être un petit peu de ça. Voilà, en tout cas, donc ce soir, Norbert va nous parler d'astrophysique, puisque le titre de sa conférence, c'est pas une conférence, de sa prestation, je vais dire ça comme ça, faute d'autres mots. Une prestation, une conférence, le mur de la physique. Qu'y a-t-il au-delà du mur de Planck, donc? Il a écrit des pièces scientifiques. Il a produit notamment, écrit et produit et été acteur d'une pièce qui s'intitulait Le chat de Schrödinger. Je crois que c'est passé au théâtre Daniel Sorano déjà, il y a quelques mois. Hein. Et la semaine prochaine, le mardi 9 exactement, va commencer une nouvelle pièce qu'il a écrite aussi, dont on aura un extrait ce soir, d'une certaine façon, dans ce que vous allez dire, qui s'appelle les pigeons de Penzias et Wilson, hein, que chacun connaît. Enfin, chacun connaît en tout cas les deux personnages, Penzias et Wilson, qui ont découvert le rayonnement cosmologique. Donc, c'est cela dont va nous parler Norbert ce soir. Voilà. Et donc la semaine prochaine, pour 6 semaines, au théâtre Daniel Sorano, près de Vincennes, donc ce spectacle. Tout à fait. Et là, je me tais. Voilà. Pas moi. Eh bien, bonsoir. Alors, je vous propose de vous poser la question et qu'on tente d'y répondre ensemble. C'est le sujet de la conférence de ce soir. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Oui, monsieur ? Non. Eh bien, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Comment tout a commencé ? En fait, il y a deux grandes réponses à l'origine de l'univers. Vous avez la science et Dieu. Dieu, le créateur.
Alors, si vous relisez la Bible, vous allez apprendre que le monde a été créé en 6 jours. Enfin, en 6 jours et un jour de RTT. Pour nous, scientifiques, pour vous, scientifiques, cela a pris un peu plus de temps. 15 milliards d'années. Enfin, 13,7 exactement. 6 jours, 15 milliards d'années, la marge est importante. J'en conviens. Mais néanmoins, il y a curieusement un point sur lequel science et religion sont en accord, c'est sur l'existence d'un commencement. Quels sont les premiers mots de la Bible? Personne parle hébreu? Quels sont les premiers mots de la Bible? Au commencement, mais en hébreu. Ah. En hébreu, au commencement, se dit Bereshit Ba. Bereshit Ba. Bereshit Ba, avec 2 B. Bereshit Ba, avec 2 B, comme Big Bang. Gilles Bardot aussi, oui, je vous l'accorde. Et Dieu créa la femme. Avec 2 B comme Big Bang. La science et la religion sont donc en accord avec le B. Le problème, c'est le A. Qu'y avait-il avant le commencement? Du noir. Et le noir, c'est une absence. L'absence de quoi? Puisqu'au début, il n'y avait rien. Alors, il y aurait Dieu dans le noir. Dieu dans le noir, qu'est-ce qu'il faisait avant le commencement, Dieu dans le noir? Il attendait. Il attendait quoi? Il n'y avait rien. Il attendait qui? Il n'y avait personne. Et en tout état de cause, comment Dieu aurait-il pu attendre alors que le temps lui-même n'existait pas? Pour qu'il y ait commencement, il faut par définition qu'au début, il y ait rien. Alors, si on admet qu'au début, seul rien existe, Dieu pourrait exister dans ce rien, à condition que lui-même, exact, soit rien. Dieu égale rien. Alors, dans ce rien, Dieu, sorte de génération spontanée avant la lettre, aurait émergé du néant en défiant les théories de Pasteur, de Jacob et Monod, de Crick et Watson. Et alors, il aurait levé son doigt, le doigt de Dieu, et au bout de ce doigt, ça serait créé le monde. On va vérifier cela. Avec vous, si vous voulez bien, on va faire une petite expérience. Vous allez tous lever votre doigt comme ça. Voilà, voilà, c'est ça, voilà. Ouais, bravo, c'est très joli. Vous allez tous lever votre doigt comme ça. Et donc, si Dieu est dans la salle, au bout d'un de ses doigts, va se créer le monde. On va attendre un petit peu. Non, les doigts, là. Non. On fait la manip ou on la fait pas, hein. Les doigts, là. Merci, les doigts. Voilà. Ça s'est pas fait en 2 heures. Hein. Alors? Rien? 6 jours, oui. Et un jour de RTT. Oui. Rien? Non, il ne se passe rien? Bon. Écoutez, alors, on va faire une petite manip supplémentaire, si vous voulez. Chaque personne va pincer le doigt de la personne qui est à côté. Comme ça, là. Allez-y, en couple, là. 2 par 2. Pincez le doigt de... Voilà, pincez le doigt de la personne qui est à côté de vous, là. Voilà. Voilà, allez-y, pincez le doigt. Pincez le doigt. Non, pincez le doigt du monsieur, là, à côté, là. Pincez le doigt du monsieur, là. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que vous sentez que vous pincez le doigt de monsieur? Oui. Et monsieur, est-ce que vous sentez que vous êtes pincé? Oui. Ben, qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve qu'il s'agit de vos doigts. Donc, il ne s'agit pas du doigt de Dieu. Donc, ça prouve que Dieu n'est pas dans la salle. Mais prouver que Dieu n'est pas dans la salle n'est pas prouver que Dieu n'existe pas. Ça prouve que Dieu n'existe pas dans la salle, exact. Ben, c'est qu'il est ailleurs. Il est ailleurs, il est nulle part, Dieu. Il est, disons, n'importe où. Alors, dans cet ailleurs, dans ce nulle part, Dieu décide de lever son doigt. Il décide de lever son doigt.
Analysons cela. Monsieur, quand vous prenez une décision, c'est votre tête, c'est vos neurones, votre cerveau, votre conscience. Il y a des chances, on est d'accord. Et la conscience, qu'est-ce que c'est, monsieur? Eh bien, la conscience, c'est le reflet de l'esprit sur de la matière, enfin sur un support quelconque, un disque dur, quelque chose comme ça, quoi. Mais Dieu, lui, est immatériel par essence. Il est immatériel par essence, par définition, puisqu'il est partout. Alors donc, Dieu n'a aucun support pour exercer sa conscience. Donc, Dieu est inconscient. Dieu est inconscient. C'est QFD. Alors, Dieu est inconscient. Alors, Dieu inconscient va tendre son doigt, le doigt de Dieu, et au bout de ce doigt, l'être va engendrer l'avoir, sans le savoir, puisqu'il est inconscient. C'est-à-dire, la grande horlogerie va se mettre en route dans le dos de Dieu sans qu'il s'en rende compte. Les aiguilles vont se mettre à lui gratter le dos sans qu'il les voie. Ça, c'est extravagant comme solution, ça. Alors Dieu, il est acteur, il est producteur, il est scénographe, il est producteur du spectacle. Et il n'assiste pas à ce spectacle. Mais ça, c'est totalement hallucinant. Totalement hallucinant. Bon. Soyons sérieux. Comment rien, un beau jour, a-t-il pu accoucher de tout? Bien. En fait, comment le zéro a-t-il pu accoucher de l'infini? Comment le temps est né du néant? En gros, le sujet de la conférence, c'est comment le vide est devenu plein. Bien, le vide, certains scientifiques vont vous dire que le vide était en fait un vide quantique. Alors c'est quoi ça, un vide quantique, ça? Ben, un vide quantique, c'est un vide peuplé de particules imaginaires qui se promènent ici ou là, au gré du principe d'incertitude. Ce vide quantique, c'est un vide tellement plein qu'on se demande comment on y voit au travers. Alors d'autres savants vont vous dire que le vide quantique, c'est un vide plissé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vide plissé? Eh bien, c'est un vide, mais plissé. Alors, et si vous ne voyez rien dans ce vide plissé, c'est que justement, le tout est caché dans les plis. En gros, ce vide plissé, ce sera un Écossais avec une jupe plissée, repassée, repliée, enfin un Écossais, quoi. Mais le vide, le vrai vide, celui qui est, justement, parce qu'il n'est pas. Eh bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qu'on peut en dire, mesdames et messieurs, c'est rien, absolument rien. C'est un petit peu comme Dieu. Personne ne l'a vu, tout le monde en parle. Alors, vis-à-vis du commencement, qui est le sujet de cette conférence, il y a une solution que je qualifierais d'un peu miraculeuse. C'est la solution des mathématiciens. Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens dans cette salle. Alors, les mathématiciens, ils ont résolu le problème du commencement, de l'origine, de l'infini, du zéro, du temps. Comment? Eh bien, ils ont résolu le problème avec la droite. La droite, c'est pour les mathématiciens, depuis Euclide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une succession de points. Comme cela. Allez, vous allez me dire, il y a un point, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un point, c'est l'intersection de deux droites. En fait, pour définir une droite, il faut des points, et pour définir un point, il faut des droites. Ça dépend dans quel sens. Alors, les bouts fictifs que vous voyez par ici ou par là auraient pu être un petit peu... J'aurais pu m'arrêter par ici, ou par là, ou par là, ou par là, ou par là. Et de l'autre côté, c'est pareil, par ici. Jusqu'à l'infini. Ben, à l'infini, justement, les mathématiciens, ils auraient résolu le problème. Comment? Avec la droite, depuis Euclide. Les mathématiciens, ils mettent à droite de la droite plus l'infini, et de l'autre côté, ils mettent quoi? Exact. Moins l'infini. Alors, il y a la question du temps. Ben, les mathématiciens, ils résolvent le problème avec la droite. Les mathématiciens, ils mettent à gauche de la droite moins t, et de l'autre côté, à droite, absolument, plus t. Et c'est réglé. Eh oui. C'est drôle, oui. Et alors, vous avez la question de l'origine. Eh bien, les mathématiciens, l'origine, ils résolvent le problème. Les mathématiciens, ils coupent la droite en deux, et ici, en ce point, ils vont mettre la lettre O. Et ce O, immédiatement, hop, c'est l'origine.
Et le pire, c'est qu'on aurait pu mettre cette origine légèrement ici, là. Les mathématiciens, ils vous auraient mis l'origine ici, par exemple. Ou alors, ou ici. Ou alors là. Ou là. Les mathématiciens, ils mettent l'origine n'importe où. Hein. Ça aurait strictement rien changé à l'affaire. Alors, en fait, l'origine est à peu près au milieu, en général, sur la droite des mathématiciens. Un petit peu comme si le futur et le passé étaient strictement égaux, et à l'intersection des deux, vous avez le zéro qui représente le présent. L'origine qui représenterait le présent. Mathématiciens, les mathématiciens, ils ont tout résolu avec la droite, tout. Ouais, le commencement. Mais comment voulez-vous raconter l'histoire du commencement alors que, justement, vous ne connaissez pas le commencement de l'histoire? Par exemple, monsieur, vous voulez raconter à un enfant l'histoire des 3 petits cochons. Vous n'allez pas commencer par « Il était une fois 101 dalmatiens ». Parce que sinon, vous prenez le risque de raconter l'histoire des 101 dalmatiens. Vous allez commencer par « Il était une fois 3 petits cochons ». Par exemple, l'histoire des 3 petits poussets. Enfin, non. Les 3 petits poussets. L'histoire du petit pousset. Le petit pousset, il s'est perdu. Et pourquoi il s'est perdu, le petit pousset? Enfin, surtout, pourquoi on ne l'a pas retrouvé, le petit pousset? Parce qu'il était petit. Si on avait retrouvé le petit pousset, il aurait été plus grand. Oui. Dans ce cas, ce n'était pas l'histoire du petit pousset, c'est l'histoire du grand pousset. Ça, si vous voulez raconter l'histoire du grand pousset, c'est votre problème. Ça, bon, en fait, raconter l'histoire du géant et des bottes de 7 lieues. En fait, il n'y a pas lieu. Ou alors l'histoire du tréteau. Vous connaissez l'histoire du tréteau, madame? Pourquoi vous riez comme ça? Elle rit. Alors, madame, est-ce que vous connaissez l'histoire du tréteau? Non, le tréteau. Le tréteau, madame. Il croyait qu'il était très tôt, mais en fait, il était très tard. Alors, comme il était très tard, le tréteau ne comprenait pas pourquoi il était très tôt. Et en fait, il était de plus en plus tard. Et comme il était de plus en plus tard, il était très tard, très tard, et le très tard, il s'est transformé en grenouille. Je ne sais pas, si vous voulez raconter l'histoire des 101 dalmatiens, l'histoire des 3 petits cochons, personnellement, je ne vois aucune autre solution que de commencer par « Il était une fois 3 petits cochons ». Ah oui. Eh oui. L'origine, le commencement. Mais comment raconter l'histoire du commencement puisque vous ne connaissez pas le commencement de l'histoire à son commencement? Oui. Reconnaissons-le, on doit l'avouer, la cosmologie admet une limite. La science admet des limites, mais la cosmologie admet une limite. En fait, elle admet une limite qui est un mur infranchissable. Un mur infranchissable. Et le pire, c'est qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur. Il y a la création, il y a le zéro, le temps zéro. Et on sait également qu'on ne le verra jamais. Imaginez, mesdames et messieurs, un feu qui aurait démarré derrière ce tableau. Alors vous cherchez à regarder le feu, mais le feu, il est tellement chaud, il est tellement dense, il émet de la fumée, de la chaleur et de la lumière. Et en fait, cette chaleur, cette lumière, cette fumée, eh bien, elle obscurcit votre regard. Alors vous cherchez à regarder le feu, mais qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez cet écran de fumée, de chaleur, de lumière. Imaginez, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé à la création, imaginez, mesdames et messieurs, un feu qui aurait démarré dans une caserne de pompiers. Pourquoi pas? Un feu qui aurait démarré dans une caserne de pompiers, ici, là, comme ça. Et vous, observateurs, vous êtes ici, là, au centre du modèle. Et alors, le feu va s'étaler de manière concentrique, comme ça, dans toutes les directions. Et à chaque fois que le feu arrive à un point donné, vous avez un écran, un petit peu comme dans le modèle précédent. Vous avez un écran circulaire, comme ça, dans toutes les directions, qui obscurcit votre regard. Alors, quand vous cherchez à regarder comme ça, eh bien, votre regard est arrêté ici, sur le mur. Vous cherchez à regarder comme ça, votre regard est arrêté ici. Vous cherchez à regarder comme ça, votre regard est arrêté ici. Et oui. Alors, les pompiers, ils voient le feu s'étaler comme ça. Alors, ils courent après le feu. Mais l'univers, ici, étant tellement dense que la géométrie n'a aucun sens. Les droites se recourbent sur elles-mêmes pour former des cercles.
La géométrie n'a pas de sens. Alors les pompiers qui vont comme ça, ils croient aller comme ça, mais en fait, ils vont comme ça. Et ceux qui vont comme ça, ils croient aller comme ça, mais en fait, ils vont comme ça. Et ceux qui creusent, ils croient creuser pour voir le feu qui serait vers le sol, mais en fait, ils volent vers le haut. Ah, les pompiers, ils sont perdus. C'est un petit peu comme si les pompiers, ils avaient mis leur casque comme ça, devant leur tête, et qui cherchaient à tâtons pour voir le feu. Ils sont aveuglés. Comme nous, les scientifiques, on est aveuglés. On est perdus devant ce mur qui nous obscurcit. Perdus. Alors, pour résoudre ce problème, il y a des modèles qui ont été créés, qui donnent une petite idée. Par exemple, un monsieur qui s'appelle Georges Gamow a imaginé, en 1948, il a imaginé un modèle qui serait une sorte de soupe originelle autour de ce mur, une soupe originelle, et alors, dans cette soupe originelle, il y aurait une soupe assez dense, quoi. Enfin, plus proche de la soupe au potiron que d'un simple bouillon de poule, quoi, vous voyez. Et dans cette soupe originelle, il y aurait des lardons, et les lardons vont se regrouper pour former des boulettes qui seraient en fait les premiers atomes. Alors, avec ce modèle, Gamow se dit, si froide soit-elle, cette soupe originelle, elle a dû se refroidir depuis 15 milliards d'années. Parce que comme toutes les soupes, la soupe originelle, elle se refroidit. Alors, si froide soit-elle, elle doit néanmoins émettre un faible rayonnement, et l'univers tout entier doit baigner dans le rayonnement de cette soupe originelle refroidie. Eh bien, en fait, mesdames et messieurs, 20 ans après Gamow, deux ingénieurs en télécommunications, Penzias et Wilson, qui ne sont absolument pas des astrophysiciens, sont des ingénieurs qui installaient une antenne pour repérer des satellites. Et alors, ils installent cette antenne, et Penzias et Wilson constatent que cette antenne, elle émet un faible crachotement. Ils se demandent un petit peu qu'est-ce que c'est que ce crachotement. Alors, ils repèrent un couple de pigeons qui se sont installés dans l'antenne, au beau milieu de l'antenne. Alors, pour vérifier si ce crachotement vient de l'antenne, eh bien, il faut monter dans l'antenne, il faut nettoyer tout. Alors, c'est Penzias qui va monter dans l'antenne pour nettoyer tout. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Voilà. Attendez, on va faire ça. Est-ce que vous pouvez me tenir un bras là? Voilà. Alors, Penzias, vous tenez bon? Penzias monte dans l'antenne. Vous tenez ou quoi? Alors, Penzias monte dans l'antenne, et alors, il nettoie tout. Et alors, il prend les pigeons et il les amène à 40 km de là. Ça va? Oui, oui. Alors, oh, bah ça va, ouais. Non. Alors, le problème, c'est que les pigeons, vous savez comment ils fonctionnent. Ouais, ils reviennent s'installer exactement au même endroit. Alors, cette fois-ci, c'est Wilson qui va monter dans l'antenne. Wilson, il monte dans l'antenne de la même façon, mais lui est plus prudent. Il prend la précaution de mettre les pigeons en cage pendant la manip. Alors, quelle est la nouvelle situation? Il n'y a plus de pigeons, il n'y a plus de fientes, mais effectivement, le rayonnement persiste. Eh bien, l'absence totale de variation de ce rayonnement, quelle que soit la direction de l'antenne, montre qu'il ne peut s'agir d'une région ponctuelle, mais bien de l'univers tout entier. Eh bien, ce rayonnement, mesdames et messieurs, ce rayonnement, c'est le rayonnement que Gamow avait théoriquement prévu. C'est effectivement le rayonnement fossile. Un écho du Big Bang. Alors, si on réfléchit un peu, en relisant la Bible, quelle est la conception de la Bible sur le commencement? Vous le disiez tout à l'heure, madame. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et ensuite, il crée la lumière, d'accord? Alors ça, c'est pas un peu curieux, ça? Ça vous viendra à l'idée, vous, de faire un truc aussi génial, mais dans le noir? Je sais pas, moi. Ça vous viendra à l'idée d'inviter des gens chez vous, et pour préparer le repas, vous faites tout disjoncter.
Vous faites, alors je vais faire une pizza et un cake. Alors, vous faites tout ça dans le noir, hein. Alors, vous faites la pizza, vous mettez du sucre dedans, le cake, vous mettez du sel, vous avez tout faux, quoi. Hein. Et ensuite, vous allumez la lumière comme Dieu, quoi, le deuxième jour, quoi, juste après, quoi. C'est quand même assez baroque, cette idée, non? Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre dans le noir? Vous avez une idée, monsieur? Pourquoi il n'a pas fait la lumière d'abord? C'est curieux, c'est extravagant cette idée. Par exemple, vous prenez une taupe. Vous avez un trou de taupe. Vous voulez savoir s'il y a une taupe dans un trou. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une caméra dans le trou. Et qu'est-ce que vous voyez? La taupe, s'il y en a une. Ouais. Mais enfin, surtout, ce que vous voyez, c'est du noir. Oui, alors, il n'y a pas de lumière dans les trous de taupe. Enfin, sauf les taupes un peu élaborées, quoi, qui ont l'électricité, mais enfin, c'est assez rare. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez, vous, l'électricité. Et vous mettez une lampe d'abord, et après, vous mettez la caméra. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La taupe. Ouais, vous voyez la taupe? Ouais. Enfin, vous voyez la taupe éclairée. Mais une taupe éclairée, est-ce que c'est une taupe? Ouais, enfin, c'est une taupe éclairée. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous prouve que la taupe éclairée fait exactement la même chose que ce qu'elle faisait quand elle n'était pas éclairée? Rien. Absolument rien. Nous, physiciens, on sait ça. On sait ça. Prenez une particule, par exemple. Une particule qui dort dans un petit coin depuis 13,7 milliards d'années. Hein, elle est là, comme ça, et elle dort, je sais. Parce qu'elle n'a pas d'énergie, alors elle dort. Petite particule, elle dort. Particule sans énergie, quoi. Et alors, malheureusement, il y a un physicien qui passe. Alors le physicien, il dit, tiens, je vais regarder la particule. Alors, il dit, tiens, non seulement je vais regarder la particule, mais en plus, je vais la prendre en photo pour la faire voir à mes copains. Alors, il prend la particule, pour avoir le prix Nobel, il prend la particule en photo avec un flash. Il envoie un flash comme ça. C'est la petite particule qui est en train de dormir. La particule, elle fait, ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce flash? C'est quoi cette lumière? Alors le physicien, il fait voir la photo à ses copains. Il dit, regardez comment elles sont les particules, elles sont comme ça. En fait, il ne se doute pas qu'en fait, les particules, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Oui. La lumière perturbe les observations. Et nous aussi. Alors, Dieu a créé le ciel et la terre dans le noir, et ensuite il a créé la lumière. Alors, Dieu, en fait, a compris cela. Il a compris que c'est la lumière qui perturbe les observations, et en bon physicien, il a fait sa manip dans le noir. Mais dans ces conditions, Dieu, il est nobélisable. Ah oui, il est nobélisable, Dieu. Absolument. Absolument. Et le problème, c'est la lumière. Le problème, c'est la lumière qui perturbe les observations, qui trahit la réalité. Par exemple, si vous voulez savoir s'il y a du beurre dans votre frigidaire, quelle autre solution que d'ouvrir le frigidaire et d'éclairer le beurre? Pour voir s'il y en a. Pas d'autre solution. Alors, il y a deux types assez géniaux dans les années 20 qui ont eu une idée assez fantastique, merveilleuse, des physiciens modernes avant la lettre. C'est Laurel et Hardy. Alors, il y a Laurel, il dit à Hardy, est-ce que tu pourrais me dire comment je peux savoir s'il y a du beurre dans le frigidaire sans l'ouvrir? Alors Hardy lui répond, bah, si tu veux savoir s'il y a du beurre dans le frigidaire sans l'ouvrir, bah, tu te mets dans le frigidaire. Alors il ferme la porte du frigidaire. Alors en fait c'est ça la solution, mesdames et messieurs. La solution, c'est de travailler dans le noir. C'est de travailler dans le noir comme Dieu, comme Laurel et comme le beurre. Absolument.
La lumière de Dieu, elle aveugle les savants, elle perturbe leurs mesures, c'est vrai, mais ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que la lumière de Dieu, elle aveugle les hommes, tous. Elle nous refuse le présent, elle nous oblige à regarder la Lune avec 1 seconde de retard. Le Soleil avec 8 minutes de retard. En fait, la réalité est en retard. Est-ce Dieu qui fait les mots d'excuse? Dieu, le premier de la classe? Le présent, en fait, ce serait pour lui seul? Dieu, il a créé la lumière pour nous aveugler, pour voir seul le réel. Mais dans le noir, nous, les cancres, les hommes de bonne volonté, on ne voit plus dehors, dans le noir, on voit dedans. Alors, on est libre. C'est Dieu qui dort au fond de la calasse en se cachant derrière le mur de planque. Et dans le noir, nous, aveugles, les hommes de bonne volonté, eh bien, nous, aveugles dans le noir, on est libres. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci Norbert. Alors maintenant, Norbert est prêt à répondre à vos questions, étant entendu. S'il y en a. S'il y en a. Étant entendu quand même que les questions, enfin moi il me semble que les questions que nous pourrions poser à Norbert ne relèvent pas de l'astrophysique. Je crois Pourquoi? en partie de l'astrophysique, mais aussi ce qui m'épate. Je vais donner ma réaction. Oui. Et peut-être dans le sens qu'on pourrait avoir à ce type de dialogue, c'est précisément comment ça vient, comment on arrive comme ça à passer de l'astrophysique à la nécessité de le dire de cette façon-là. Ben, moi, je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de frontière entre la science, l'art, le théâtre, la physique. Tout ça, c'est le même domaine. C'est-à-dire que, surtout entre le théâtre et la physique, il n'y a pas de frontière. Les deux disciplines ont pour objectif de donner une représentation du monde. D'ailleurs, le mot représentation a tout son sens au théâtre. On fait une représentation. Donc, on a un modèle, nous, au théâtre, qui nous permet de donner une représentation du monde. Et puis, les physiciens, ils ont des modèles qui leur permettent de donner une représentation du monde. Donc, fondamentalement, nous sommes physiciens et hommes de théâtre, nous sommes des dramaturges qui essayons de donner une interprétation du monde qui puisse tenir la route un certain temps et donner aussi un certain nombre d'idées, un certain nombre de plaisirs à ceux qui veulent bien nous écouter. Et donc, on est fondamentalement physiciens et dramaturges de la même discipline, je crois. Donc, ce n'est pas un rapprochement, c'était organiquement la même chose. Bon, là, c'était une réaction un peu à chaud que j'avais, mais j'aimerais bien vous passer la parole et qu'on commence à dialoguer avec Norbert. Je suis autodidacte, mais je défendrai quand même les mathématiciens. Oui. Parce que Je comprends, ouais. je crois que quand même, ils nous donnent, peut-être ils nous font approcher un tout petit peu l'autre côté de la matière en passant à l'imagination, en passant par-dessus, et en plus en nous faisant concevoir ce que peut être l'abstraction, et peut-être ce que Dieu a créé dans le noir. Et je pense que les mathématiciens sont là pour ça. L'infini avant, l'infini après, pour eux, il n'y en a pas. Il y a des infinis partout. Il n'y en a pas qu'un. Je crois que c'est indéfini. Je pense. Mais je pense aussi qu'il nous donne une manière de croire à quelque chose d'extraordinaire et en même temps de très rassurant. Vous avez ressenti une attaque de ma part sur les mathématiciens? Oui. Non. Ça fait attaquer. Vous savez, j'ai beaucoup de tendresse pour les mathématiciens, pour les physiciens et pour les sciences exactes. Donc, c'était très tentant, le modèle de la droite avec l'infini d'un côté
moins l'infini d'un côté, plus l'infini, c'est merveilleux. Et mettre l'origine en plein milieu, c'est merveilleux, quoi. Non, c'est d'autant plus beau que c'est vrai que le problème de l'infini se pose tout le temps. On ne peut pas faire une conférence, ou que ce soit d'ailleurs, sans qu'une question vienne du public concernant l'infini. Et je crois que chacun d'entre nous est perturbé par ça. On peut imaginer l'infini. Mathématiquement, d'ailleurs, c'est le seul moyen de le faire correctement. On sait que les nombres sont infinis parce que, quel que soit n, il suffit d'ajouter 1 et on obtient n plus 1, quel que soit n. Donc ça décrit bien l'infini et tous les possibles. Mais ceci dit, on ne peut pas se le représenter. Parce qu'on a l'impression que... Bon, comment vous représentez l'infini? Que ce soit l'univers, que ce soit les nombres, que ce soit quoi que ce soit. Alors, cette manière d'expliquer peut donner une vision pessimiste, qu'il n'y a rien et que, en même temps, Dieu, la physique et le reste, le mur de Planck n'existe pas et qu'au-delà, il n'y a plus rien. Et c'est probablement une vision très pessimiste de l'homme que nous avons. Par contre, l'autre côté de savoir qu'il y a des scientifiques, des chercheurs, des gens qui sont là pour créer, ils sont là, ils nous donnent cette espèce de joie de vivre. Et la vie, c'est ça. Ils sont payés pour ça. Heureusement, mais pas assez. Non, je ne pense pas que le fait que nous soyons payés soit vraiment le problème. Ce que j'ai retenu dans ce que vous avez dit, c'est la liberté. C'est vrai que le fait d'être dans le noir, moi, me convient parfaitement. Bah, tout à fait. La lumière, elle nous oblige à avoir un champ de vision restreint. Si vous allumez ce tableau, bah, votre regard est arrêté par le tableau. Si on l'éteint, on voit au-delà du tableau. Et finalement, vous posez le problème de la... Est-ce qu'on pourrait éteindre, s'il vous plaît? Oui. Vous posez bien le problème finalement des limites de la pensée scientifique et les possibilités que la religion a de répondre aux questions que la science ne peut pas poser. Finalement, c'est ça. Le mur sépare la religion de la science. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est passé. Ouais, on peut le voir comme ça. Oui, on peut le voir ça comme ça. Est-ce qu'on peut concevoir un univers sans temps? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut mettre le néant en équation? On peut essayer. On peut essayer. Vous savez, le néant, c'est un petit peu, c'est ce que je dis sur le vide, quoi. C'est un peu comme Dieu, quoi. Personne l'a vu, tout le monde en parle, quoi. Donc c'est ça, le néant, l'infini, le zéro, c'est les tartes à la crème, quoi. Mais ça a du bon, les tartes à la crème. Hein. Bah, les cosmologistes vous répondront que si vous imaginez un univers entièrement géométrique sans matière, vous pouvez très bien imaginer un univers sans temps. Dès que vous introduisez de la matière, de l'énergie, vous introduisez donc la notion d'événement qu'il faut classer, qu'il faut donc des catégories, il faut distinguer un événement d'un autre, et là vous introduisez une flèche du temps. Donc le temps est lié effectivement à l'apparition d'événements. C'est vrai qu'en ouvrant un bouquin de physique, le petit t, on le voit beaucoup. Hein. Oui, le grand aussi. Moi, il me semble que aussi bien Dieu que la pensée scientifique telle que vous l'avez exposée repose sur le même postulat, c'est qu'il y a un commencement, c'est ce que vous avez dit. Je pars de là, ça m'arrange moi par rapport à ce que j'ai à raconter. Or, il me semble qu'il y a une autre façon de penser les choses, Oui. et c'était celle des Grecs qui ne disaient pas que d'Homère, Hésiode, etc. Pour eux, il n'y avait pas d'origine, il n'y avait pas de commencement, il n'y avait pas de rien avant quelque chose. Il y avait du chaos. Hein, quelque chose avant quelque chose. Donc, Qui venait de nulle part. Il y a eu toujours quelque chose. Donc le problème que vous posez... Un univers permanent, quoi. Eh oui. Et donc... Et intemporel. Eh oui. Et donc, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà, c'est la question que j'ai posée. Ouais. Eh bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Et ça, c'est une autre représentation du monde que celle que vous avez exposée. D'ailleurs, vous avez parlé de création. Évidemment, Dieu est créé. Et la pensée scientifique, elle pose le problème de la création. Mais on peut penser autrement
et ne pas penser en termes de création, ni donc en termes de Dieu, ni donc en termes de quelque chose et de rien. Mais je vous suis, madame. Donc, Je vous suis parfaitement, mais ça arrangeait pas du tout mon discours. ah ben ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, en tant que dramaturge, cette thèse est pas très motrice, quoi. Mais bon, sinon, je vous suis. Hein. Oui, moi Enfin, je comprends ce que vous je pense que cette dame a profondément raison et que on a tendance à, pour se rassurer, à trouver toujours un commencement du monde. Alors on le met sous l'étiquette scientifique ou sous l'étiquette religieuse, mais en fait il n'y avait pas de commencement. Par exemple, la droite des mathématiciens elle est intéressante parce que c'est vrai qu'ils ne savent pas où placer l'origine. D'accord. Ah si, si. Ouais, Ils la mettent n'importe où. ils hésitent, oui. Mais d'un côté il y a un infini, de l'autre côté il y a un infini. Ouais. Quand on prend un certain nombre de religions, par exemple, il y a un espèce de ventre. Gaïa, c'est quoi? C'est un ventre matriciel comme ça, qui perdure pendant un certain nombre de temps, 100 ans peut-être. Et le problème, c'est qu'on appelle peut-être Big Bang quelque chose qui, qualitativement, à un moment donné, s'est produit dans la nature. Mais... Ah, il semblerait quand même que ça... Enfin, oui, ça a été sérieux. L'histoire du rayonnement fossile est quand même un peu perturbante. Le rayonnement fossile tente à démontrer qu'il y a eu quand même un phénomène qui a produit ça. Quand même. Oui, tout à fait, mais avant, même Dieu dans le noir, je crois qu'il y avait quelque chose. Le problème... Ça vous engage? Non, tout à fait. Mais c'est ça, je crois, c'est l'idée de commencement est une idée pour moi absurde. Ouais. Non. Non, moi, je vais répondre un peu. Si vous faites une omelette, par exemple, monsieur, vous commencez, vous avez vu ce que vous avez dit. Vous commencez par casser des œufs. C'est vous qui l'avez dit. Comment? Je comprends bien, mais parlons pas de la poule, parlons de l'omelette. Parlons de l'omelette. Eh bien, vous dites, à quel moment vous avez commencé à faire l'omelette? Est-ce que vous avez commencé votre omelette quand vous avez eu la pensée de la faire? Est-ce que vous avez commencé votre omelette quand vous avez ouvert le frigidaire et là, vous avez vu les œufs, alors vous avez pensé à faire une omelette? C'est quand qu'on commence à faire une omelette? Comment? C'est pas quand je fais l'omelette que je crois que le monde commence. On ne doit pas manger les mêmes. Il y a aussi la notion du recommencement, comme dans les religions, comme l'hindouisme et le bouddhisme, ils parlent du recommencement. L'univers cyclique. Voilà, oui. Il n'y aurait pas de temps. Oui, oui. On peut imaginer beaucoup de choses. Oui. Comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu est nobélisable alors que sa manip n'a jamais été reproduite? Si Dieu a compris cela, alors il est nobélisable, a dit le monsieur. D'accord? Si Dieu a compris cela, alors il est nobélisable. Il y a quelques précautions de langage. Mais il y a quand même un mot qui importe quand même dans mon travail, c'est le mot humour. Donc il ne faut pas l'occulter, quoi. Donc quand on parle du commencement, parler de Dieu, mais c'est vrai, néanmoins, là je suis sérieux, c'est vrai que le point de départ de cette pièce, pour moi, c'était la lecture de la Bible. C'est hallucinant cette idée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre dans le noir, et ensuite, le deuxième jour, il fait la lumière. Il faut vraiment être branquignol pour faire ça dans ce sens-là. Bon, c'est une idée à la con, ça. C'est hallucinant, cette idée. Par contre, c'est bien écrit comme ça, quoi. Alors, quand on se pose la question, on peut se poser la question de savoir s'il n'a pas fait ça dans le noir parce qu'il était physicien et que, justement, il avait compris que la lumière perturbe les observations. Mais ça, c'est ou vrai, ou il existe, ou pas, ou c'est de l'humour. Mais ça, c'est au choix dans l'étalage. Voilà, tout ça est mélangé. Moi, la question, parce qu'on me pose sans arrêt dans ces débats qui suivent cette pièce, on me pose sans arrêt la question, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Moi, je dis que je crois en la question. Je ne crois pas en Dieu, je crois en la question. Et je préfère croire en la question qu'en la réponse.
Et donc, ça, c'est important pour moi. Et par contre, là, je ne fais pas de l'humour, c'est vrai. Je crois en la question. Bon, maintenant, si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Comment? Surtout s'il n'existe pas. En tout cas, c'est un gag qui perdure. Hein. C'est une affaire qui marche très fort, ouais. Et qui a fait beaucoup de dégâts. Et ça continuera. Comment? Des PLG. Oui, je ne connais pas le niveau en astrophysique de Woody Allen, mais je crois qu'il a dit que l'éternité, c'était un peu long, surtout vers la fin. Tout à fait, ouais. Je voulais savoir si vous vouliez rebondir sur... Moi, j'adhère complètement à ça. Hein. C'est lui aussi qui a dit, quand on ne connaît pas le début d'une histoire, on peut la commencer par la fin, mais après, le problème, on l'a au début. Quoi. Lui, il s'amuse beaucoup avec ça. Oui, oui. Il a écrit beaucoup sur Dieu, Woody Allen, notamment dans un petit opuscule de pièces de théâtre très courtes qui s'appelle Opus 1 et 2. Voilà, des petites pièces de théâtre où souvent Dieu est en scène. Opus 1 et 2, Woody Allen. Excellente lecture. Dans votre pièce, les pigeons de Penzias et Wilson, vous reprenez cette histoire et l'histoire de la découverte, ce qui est quand même assez long et compliqué. Oui, oui. J'insiste un tout petit peu plus dans la pièce sur Penzias et Wilson, sur cette découverte, mais surtout ce qu'il y a dans la pièce de différent de cet exposé. D'ailleurs, c'était très intéressant de concevoir cet exposé, parce que ça m'obligeait à avoir un autre point de vue que celui que j'ai au théâtre. Là, les circonstances, j'ai rien, quoi. J'ai pas de lumière, j'ai pas d'artifice. Il y a beaucoup de tours de magie dans la pièce de théâtre, des choses assez compliquées à mettre en œuvre. Là, j'ai rien, quoi. Donc, c'était très intéressant de faire ça comme ça. Mais ce qui diffère beaucoup dans la pièce qui va être jouée là, à partir de la semaine prochaine, c'est le fait qu'il y a Dieu en scène. Enfin, Dieu, c'est un peu compliqué, quoi. En fait, il y a un savant et il y a un technicien de la lumière. Alors, technicien de la lumière, Dieu, voilà, quoi. Hein, et donc, en fait, Dieu va investir ce technicien, à moins que ce soit autre chose, et puis il va se passer un certain nombre de choses, un certain nombre de miracles, qui fait que le savant va être amené à se poser des questions sur ses certitudes. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un travail sur le doute, quoi. Il arrive avec ses certitudes, je vais répondre à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et puis, il se retrouve en face de quelque chose de fantastique, quoi. Mais comme on se retrouve tous les jours, quoi. Des fois, on se retrouve devant quelque chose de fantastique au marché en train d'acheter des carottes. Voilà, quoi. Donc, il va se retrouver dans des circonstances inattendues qui vont l'obliger à dériver. Au départ, il voulait parler du rayonnement fossile. C'était ça, sa tasse de thé. Il voulait parler de la limite de la connaissance, du mur de Planck. Et en fin de compte, il va être amené à parler de la lumière et du noir. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de dérive comme ça. Ce que je trouve étonnant, c'est ce dialogue impossible que la science occidentale a instauré avec le Big Bang. Parce que le Big Bang, c'est quelque chose auquel les scientifiques n'attendaient absolument pas. L'invention du Big Bang, ça part d'un constat observationnel qui est la fuite des galaxies par Hubble. Et donc les galaxies s'éloignent, l'univers a l'air d'être en expansion, et quand on joue à l'envers le film, on arrive à ce paradoxe, il faut bien qu'il y ait une origine quelque part. Et donc on tombe sur des choses qu'on voulait peut-être soigneusement éviter et qui deviennent incontournables. Et il y a eu un grand débat quand même, qui continue encore, hein, le Fiat Lux. Ça a tellement irrité une partie importante de la communauté qu'il y a eu des modèles pour contrecarrer celui-là, en particulier le modèle de Hoyle, Fred Hoyle, qui était l'univers permanent, en création permanente, sans devenir, sans évolution, toujours identique à lui-même, etc., etc. Donc c'est très curieux que les scientifiques n'aient pas eu de choix que de retrouver d'une autre façon ce que dit la Bible. Ça a un côté très agaçant par moments. Moi, je sais que dans le travail que je fais, je me dis, mais... C'est un physicien qui dit ça. Ben oui. Pourquoi arrive-t-on comme ça? On a l'impression qu'on est façonné par des mythes, que ces mythes sont le mythe du chaos, du Fiat Lux, etc., et qu'on ne peut pas s'en débarrasser complètement. Mais je pense que et il y a eu un livre d'ailleurs qui a été écrit qui s'appelle Inventer l'univers, dans la collection Belles Lettres, par un épistémologue, qui fait le parallèle entre le Big Bang et le Timée de Platon. Et c'est très intéressant en montrant toutes les correspondances que l'on peut faire. Alors évidemment,
scientifique vous dira, oui, mais ça c'est gratuit, on peut toujours, Il y a eu aussi un physicien qui a fait la même chose entre les équations de physique et le Tao, par exemple. Capra a fait ça. Et ce sont des choses très, très délicates et très risquées, et puis un petit peu artificielles aussi. Mais là, quand même, c'est vrai, il y a ce Big Bang, cette origine qui nous échappe, et que je compare un peu à l'amnésie des jeunes nourrissons. On a besoin de ne pas savoir trop ce qui s'est passé, peut-être pour pouvoir mener une vie d'adulte. Peut-être qu'on a besoin de ne pas savoir ce qui s'est vraiment passé au vraiment 0-0, ce qui se passe avant 10 puissance moins 43 secondes. Mais moi, je crois qu'on a une énorme capacité à transgresser. C'est-à-dire qu'on transgresse les choses qu'on ne connaît pas, et surtout les choses qui nous posent des problèmes. Dans cette pièce, aborder le problème, un peu a été esquissé, là, le problème du présent. C'est-à-dire que le présent, c'est une nouvelle, un scoop pour vous, le présent n'existe pas. C'est-à-dire que le présent, il est trahi par la lumière. C'est-à-dire que le temps, vous prenez n'importe quel objet, vous, monsieur, je ne vous vois pas tel que vous êtes. Je vous vois tel que vous étiez il y a une fraction de seconde, le temps que la lumière de votre visage me parvienne à ma rétine. Donc c'est-à-dire que le présent fait défaut. Le présent n'existe pas. Bon, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Et on a même une conception du temps réel, ce qu'on appelle le temps réel. Et on a même une conception du présent. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a une conception du présent qu'on est capable de vivre. On ne peut pas vivre avec simplement des dessins sur le futur ou alors des souvenirs sur le passé. On ne vit que parce qu'on a une conception du présent. Pourtant, fondamentalement, il n'existe pas. Il existe à une seule condition. Et donc, c'est ce que je vous conseille, c'est que pour avoir une conception du présent avec quelqu'un, eh ben, il faut le toucher. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec lui, ben, vous êtes au présent avec lui. Donc voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça dépend de la personne. Alors pour essayer de soulager un peu les angoisses des astrophysiciens là, concernant le zéro qu'on n'arrive pas à retrouver, vous avez un petit conseil, un psychanalyste qui pourrait nous aider là pour remonter au 0,0 ? Non. Il faut se contenter du 10-43, voilà. Et il faut s'y faire, quoi. Bon, c'est faible, hein. Ah oui, mais vous savez que vous connaissez l'histoire du foot quand même. Je vous ai raconté du foot. Du foot ? Oui. Ah oui, avec le but. Oui. À côté du but, c'est même très très près, c'est pas le but. Là, c'est pas 0. Ouais. Mais moi, ça m'angoisse. Ouais. Et vous savez qu'à un moment, ils ont compris cela et ils ont compris que la frontière, elle devait être plus floue avec les buts. Et à un moment, les buts étaient carrés. Maintenant, ils sont ronds. Hein, c'est-à-dire que, les poteaux des buts. Pardon, excusez-moi, les poteaux étaient carrés et maintenant ils sont ronds, quoi. Parce que quand la frontière est moins précise entre cet impact-là ou l'impact sur le coin, on fait un but rond et là, donc, quand on arrive sur un rond, c'est déjà plus flou, quoi. Donc, les joueurs, on s'est posé la question, quoi, du zéro et de l'infini au foot. Oui, voilà, ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un seul Big Bang et un seul commencement? Personnellement, non. 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 Moi, je suis sûr. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs commencements? Ouais, mais ça veut dire qu'il y en aurait quelques-uns de trop, alors. Mais il peut y avoir plusieurs commencements, ouais. Si vous voulez écrire une pièce là-dessus, monsieur... Alors, les astrophysiciens semblent répondre à cette question, hein. On a longtemps pensé qu'effectivement que l'univers pouvait très bien revenir sur lui-même et donc assister à ce qu'on appelle le Big Crunch. Hein. On rembobine le film et tout revient et ça recommence, ainsi de suite. L'univers cyclique, ça a été envisagé. Pas vraiment cyclique, c'est qu'il ne revient pas exactement, on ne rembobine pas toutes les mêmes images et on ne recommence pas à réexister de la même façon d'une seconde fois. Mais si, en supposant la quantité de matière est suffisante pour retenir l'univers et le faire ramener progressivement vers ce qu'il était il y a 13,7, c'est ça 13,7 milliards d'années, c'est vous qui me dites, hein. Moi je suis sous votre contrôle. Et donc, ensuite il recommence. Hein. Et on pourrait imaginer comme ça un scénario qui n'arrête pas. Bon. Ça faisait partie des scénarios possibles. Et maintenant, depuis peu de temps, depuis 1998 exactement, depuis que le satellite WMAP a cartographié cette lumière fossile dont vous avez parlé tout à l'heure, on a pu déterminer avec une grande précision que la courbure de l'univers était plat. Et ça signifie qu'il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez d'énergie pour retenir et pour faire en sorte que l'univers se recroqueville sur lui-même. Donc l'expansion
que l'on subit aujourd'hui, enfin, qui est donc la panacée de l'univers Sans se maintenant, vérifier. semble continuer. Hein. Non seulement il continue, mais il accélère l'univers. Donc on ne va pas revenir. Et donc il n'y a pas plusieurs Big Bang. Il n'y en a eu qu'un. Et apparemment, il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Alors ça, c'est les plurivers. On appelle ça les plurivers. La possibilité qu'il y ait effectivement plusieurs univers simultanément. Alors c'est vrai que du point de vue sémantique, c'est compliqué, parce que l'univers doit aussi contenir tous les succursales possibles. Tous les possibles. Voilà, tous les possibles. Mais pour simplifier les concepts, on utilise ce terme univers, qui serait donc les univers qui émergent de ce vide quantique dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'au zéro, là, lorsque Dieu n'a pas encore mis la lumière, il dispose non pas d'un néant, mais d'un vide qui fluctue énormément. Et tous ces vides peuvent fluctuer d'une manière telle qu'un univers apparaît. Et on peut imaginer qu'il en apparaisse simultanément plusieurs, et bien sûr, ces univers ne communiquent pas entre eux. Je vais arrêter là parce que je ne sais pas. Il pourrait apparaître des univers successivement. Mais dans notre univers, il y a quand même toujours du vide quantique. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un jour une nouvelle singularité quelque part? Il faut attendre. Il faut être patient, madame. Il faut être patient. Oui, Soyez patiente, madame. Ça, on n'en sait rien non plus. Il faut être patient. Vous savez, avec ces trucs-là. Oui, bien sûr. Il faut être patient. Oui, mais enfin, ça pourrait être cyclique d'une certaine façon, comme ça. Ça a toujours de l'énergie quantique. Enfin, si c'est cyclique, c'est possible. Mais en tout cas, moi, ça me donne quand même l'impression que je suis là pour la première fois. Sur Terre, je veux dire. Mais je sais pas, peut-être, est-ce que quelqu'un a la sensation de revenir vécu? Non. Enfin, ça prouve rien, on n'est que 120. Hein. Merci. Pardon. Il est tombé le monsieur. Une question un peu idiote. Non, il ne faut pas dire ça. Les hommes pensent depuis quelques milliers d'années, et on parle de milliards d'années. Et si le temps n'était pas linéaire, s'il était logarithmique, qu'est-ce que ça donnerait? Oula! Vous avez vu l'heure? Oh là là! Le temps logarithmique, nom de Dieu! Oh, moi, je vous laisse, là. Non, c'est vrai qu'on change la représentation, mais ça ne change pas le fond des problèmes. Ça ne change pas c'est vous qui avez posé la question. Ça ne change pas le problème de la singularité. Mais c'est vrai que des astrophysiciens ont souligné cet aspect, que si on se place dans une échelle logarithmique, effectivement, on passe... Ça ne change rien au problème de l'origine. Non, ça ne change rien au problème de l'origine. Bon. Ça change l'accélération qui aurait suivi l'origine, mais pas l'origine elle-même. Enfin, ça ne résout pas le problème, quoi. Absolument. Alors. D'autres questions? D'autres questions? Questions, commentaires? Je vais en poser une autre après. Ouais. Mal, monsieur. Et je demanderai de l'aide. Parce qu'à mon avis, une seule personne ne suffit pas pour faire un truc pareil. À mon avis, il faut se mettre à plusieurs. C'est un travail d'équipe, ce truc-là. Comment? Non, je crois pas. Non. Vous êtes non, plutôt, je pense quand même que c'est un handicap, ça. Vous êtes plutôt polythéiste, si je comprends bien. Ouais, c'est un peu ça. cette tendance-là. Ouais. Il paraît d'ailleurs que notre Dieu est la risée des autres dieux. Hein. Il paraît qu'il a très mal travaillé. Bah, en tout cas, il a, je sais pas, mais enfin, bah, très mal travaillé, je sais pas. On verra demain, après les élections. Une question, je vous pose une question qui peut me servir. Non, il veut pas. Parce que. Moins 43. Alors, ah non, moi je veux pas faire le calcul. Non, mais allez-y. J'en sais trop rien. C'est la constante, c'est le temps de Planck qui correspond à un calcul qui n'est pas très compliqué d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. Si vous cherchez sur le web, vous allez trouver le calcul du temps de Planck. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de lignes. Vous passez du temps. Ah ouais.
Ah non, bah alors là... Non, moins 43. C'est parce que vous n'avez pas le web. Si vous aviez le web, vous aurez vu 43. C'est une erreur d'imprimerie. Non, c'est 43. Ça, ben vous pouvez dire un mot sur comment on calcule ça? Qui veut le dire, là? Vous voulez? Non, mais de manière simple. De manière simple, allez-y. De manière simple. Comment ça se connaissance, on prend les trois constantes universelles, G, H bar et C. Oui. On fait une combinaison avec une racine carrée, de sorte que ce soit dans la dimension du temps. Et là, on tombe sur 10 à la puissance moins 43 de Planck. D'accord. Mais tout ce que je sais, je ne sais pas s'il y a d'autres considérations philosophiques dedans. Non, c'est effectivement le temps qui permet d'imaginer quelle est avec l'énergie. Il y a un principe d'incertitude qui combine le temps et l'énergie. Donc, si vous prenez l'énergie de l'univers, et donc ça veut dire qu'il est connu à une fraction d'incertitude près, un temps minimum qui est très très petit, puisque l'énergie de l'univers est grande, et donc ça donne 10 puissance moins 43. On ne peut pas aller au-delà. C'est à peu près ça, pour aller vite. Je pense que la réponse est un peu compliquée. La réponse est compliquée, mais la question aussi. La réponse est compliquée, oui, parce que le principe d'incertitude est compliqué. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, que Planck reprend, dit qu'on ne peut pas connaître à la fois deux quantités, comme par exemple la position et la vitesse d'une particule, avec la même précision, soit au même moment. Donc si vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre. Et donc la connaissance de ce qu'est la structure de l'univers au-delà de ce temps-là n'est absolument pas possible. En appliquant ce même principe d'incertitude, mais appliqué à l'univers lui-même, non pas une particule cette fois. Et est-ce qu'on peut concevoir que ce temps se réduirait? En principe, non. C'est vraiment quelque chose qui est ça n'a pas de sens. Complètement réglé par les constantes. C'est une sorte de constante aussi, alors. C'est ça. C'est un terme qui, effectivement, dépend de l'ensemble des forces de la nature, c'est-à-dire la constante de la gravitation, la masse, la vitesse de la lumière. Donc, si c'est un temps qui dépend de constante, il aurait des questions de le faire varier, quoi. En manipulant ces trois constantes, vous ramenez ça à la dimension du temps, et c'est le temps 10 à la puissance moins 43. Il y a une autre considération aussi, c'est qu'en dehors, avant ce temps, ou peut-être un peu avant d'ailleurs, on a un problème de théorie capable de décrire la physique de l'époque, et on ne l'a pas. La théorie quantique ne marche pas, toute seule ne marche pas, la théorie de gravitation ne marche pas, il faut une gravitation quantique et on ne l'a pas. Donc rien ne dit que si on disposait d'une telle théorie, on ne pourrait pas aller au-delà, en deçà de percer le mur de Planck. Donc c'est pas complètement exclu, là. Non, c'est pas. Enfin, dans mon esprit, tout au moins. Dans mon esprit, tout au moins. Oui. D'accord. Est-ce que je peux poser ma question? Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous recevez ce type d'approche? C'est-à-dire que, en fait, c'est sur la théâtralité de ça. Quelle est la théâtralité induite de cette idée? C'est-à-dire, comment vous voyez ça? Quelqu'un vient, il parle de manière objective, il atterrit sur Dieu, sur la lumière. Comment vous recevez ça? C'est le dramaturge qui pose la question. Écoutez, quand vous avez fait la figure au tableau, vous savez, quand l'incendie se déclenche, puis ça se propage d'une façon isotrope, etc. Mais en quelques secondes, vous avez projeté sur des espaces réels plusieurs choses qui tournaient dans ma tête, par exemple. La façon dont, par exemple, les rayonnements fossiles arrivent à 2,7, je ne sais pas combien Kelvin, mais vous êtes en train d'expliquer là-bas, en disant que vous êtes au milieu, et puis les rayonnements cosmiques, 2,7 quelque chose, arrivent dans les frontières de l'espace, parce que ça se propage, parce qu'il y a un rideau de fumée, etc. Donc, c'est-à-dire que dans ma tête, il y a des choses qui tournaient que je n'étais pas du tout, je m'étais pas encore fixé. Vous fixez ça. Ça peut être intéressant, mais ça peut être dangereux aussi. Pour celui qui n'a pas bien compris, ça peut être j'ai une bonne assurance. Je suis bien assuré. Donc c'est vrai que vous répondez à la question, Norbert pose des questions de la mise en forme, enfin de la mise en... La théâtralité de ça, quelle est la théâtralité de ça, quoi? La pertinence. Oui, parce que on écrit. Vis-à-vis de concepts scientifiques qui sont difficiles.
Moi, je l'éprouve comme une nécessité, parce que la science a ce site particulier qu'elle utilise un langage qui est le langage des mathématiques. Et en dehors de ceux qui manipulent les mathématiques, il faut bien reformuler ensuite les concepts d'une autre façon. Alors, moi, il me semble que là, tout est possible. L'écriture, le théâtre, la peinture, n'importe quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça me paraît nécessaire. Encore faut-il ne pas ajouter une confusion supplémentaire. C'est pour ça que la question est intéressante. Donc, je réponds à votre question par un seul mot. Par un seul mot, c'est la poésie. C'est tout. Enfin, c'est pas tout. Oui. Ce mot me dit quelque chose. Si, justement, ce à quoi ça ressemble le plus, c'est la poésie d'Ovide qui nous décrivait le mouvement des astres, les travaux des champs, l'influence des dieux, et qui avait fait de magnifiques poésies avec des choses qui, pour l'époque, étaient très techniques, même les travaux des champs, et très, très, très ardus, le calendrier, le mouvement des astres. Voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Bien, est-ce qu'on peut aborder d'autres choses? Est-ce qu'on clôt le débat? Je ne sais pas. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait rebondir là-dessus, sur ce problème de la création? Attendez. Et puis, monsieur, au fond, après... Moi, je pense que ce qu'on ressent, il y a un mot qui résume tout. Pour moi, vous l'avez écrit au tableau, c'est le mot humour. Humour. Moi, oui, c'est un mot important. On doit regarder un petit peu. C'est le mot qui résume. Comment? Oui. À moi, en tout cas. Juste quelques commentaires sur cette question de théâtricalité, de découverte scientifique. Je crois que c'est une chose assez intéressante. Et, en fait, au fond de tout ça, c'est le hasard, parce qu'il y a beaucoup de découvertes que les gens font à l'époque. Ils ne pensent pas que, en fait, maintenant qu'on a étudié la science et l'histoire de la science, on avait toujours cette impression que les choses progressent incrémentales et on fait le progrès chaque journée. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passaient, qui sont faites à l'époque, et les gens ne savent pas du tout que c'était une chose utile ou une chose, on a fait vraiment le progrès. Je crois que dans tout ça, c'est l'histoire que j'aime le plus, c'est l'histoire du Johannes Kepler, quand il a fait le découverte de la rotation de planète et tout ça. Il avait fait tous ces calculs dans la motion de planète, et en fait, le calcul avait cancellé parfaitement. Et maintenant, quand on pense du Kepler, il y a un très bon livre qui s'écrit sur cela, s'appelle Les Sleepwalkers d'Arthur Koestler. Et c'est un vrai livre qui essaie d'expliquer le vrai processus de découverte scientifique. Et pour Koestler, les choses qui se passent avec Kepler, les autres, ils sont aveugles, mais ils sont guidés par quelque chose, qui c'est peut-être l'inspiration. Ils sont aveugles, mais guidés. Oui, c'est joli, mais guidés par quelque chose d'autre qui c'était peut-être l'inspiration, on ne sait pas, mais c'est une chose intéressante quand même. Oui, merci. Le livre dont se réfère notre collègue astrophysicien, c'est le livre qui s'intitule Les Somnambules, en français, d'Arthur Koestler. Arthur Koestler, oui. Qui est un livre magnifique, effectivement, où il retrace la vie de grands scientifiques comme Kepler, je crois qu'il y a peut-être Newton aussi, je me souviens plus, enfin des scientifiques Copernic, voilà, qui ont vraiment marqué l'avancement des sciences et montrent comment, effectivement, nous sommes dans ce noir-là et nous arrivons quand même à trouver et découvrir. Voilà. En tant que scientifique, comment fabriqueriez-vous l'univers? Vous savez bien que les scientifiques sont plus modestes que ça. Ils ont simplement pour but et pour mission d'essayer de comprendre comment fonctionne l'univers. Et toute la difficulté pour nous, c'est que, s'agissant de l'univers, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question du pourquoi l'univers est là. Donc c'est pour ça que Dieu intervient toujours à un moment ou à un autre. Hein, le comment et le pourquoi cohabitent toujours. Mais moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je pense que il y aurait des gens que j'aurais pas mis. Hein. Mais ça, c'est sûr. Mais bon. Ouais, mais c'est un problème d'imprécision sur les conditions initiales, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours une petite part d'imprécision sur les conditions initiales, ce qui fait
on se retrouve avec un Bush, avec un Jean-Marie, avec un certain nombre de gens qui nous ennuient, quoi. Mais ça, c'est les conditions initiales, ça. Je maîtrise pas tout. Pour répondre un peu à votre question sur la mise en forme théâtrale des inventions scientifiques, moi je me demande toujours qu'est-ce qu'un gamin, c'est-à-dire quelqu'un qui sait rien, quoi, il va retenir. Qu'est-ce qui va le marquer, quoi, qu'est-ce qui va faire choc, qu'est-ce qui va, oui, par quoi il va être frappé, hein. Et dans ce que vous avez exposé, donc, moi, il me semble, mais c'est moi, donc je ne peux pas me mettre à la place d'un gamin ou de quelqu'un qui ne sait pas ce que je sais, moi, un tout petit peu ce que je sais, moi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que, finalement, il y a plusieurs manières de se représenter le monde et de se représenter le processus, mais que, de toute façon, il n'y en a pas une qui est vraie, il n'y en a pas une qui est fausse, et que de toute façon, il y a des questions qui restent sans réponse, la question de l'origine. Alors est-ce que, je ne sais pas, voilà. Est-ce que c'est... J'adhère à tout ce que vous venez de dire, point par point. Mais je me demande, moi, si c'est ça qu'il faut faire passer, enfin, je ne sais pas. Voilà. On se pose des questions. Si vous voulez, par rapport à ça, moi, par rapport à ce que j'écris, par rapport à ce que je fais, je me pose la question. Ça n'est pas étranger à ma démarche, hein. C'est-à-dire qu'on a fait le chat de Schrödinger, on a été très très étonnés de voir que la première année, ça n'a pas trop mal marché. La deuxième année, ça a beaucoup mieux marché. On s'est retrouvé avec 10 000 spectateurs, des familles entières, la grand-mère, le père, la mère, les enfants, et des petits de 6 ans, quoi, qui venaient voir ce spectacle. Le chat de Schrödinger, quoi, c'est pas le chat de la voisine. C'est le chat de Schrödinger, quoi. On faisait de la physique quantique. Et on a été extrêmement étonnés, quoi. Extrêmement étonnés de voir le besoin qu'il y avait vis-à-vis de ce type de spectacle, je crois, et également le type d'impact qu'on pouvait avoir sur un public extrêmement jeune. Extrêmement jeune. Et ce que je pense, c'est que ce spectacle s'adresse à un public encore plus jeune. C'est pas conçu comme ça, d'ailleurs, hein, parce que je ne conçois pas mes spectacles en fonction uniquement en fonction de leur impact. Mais quand même, étant donné que je suis quelqu'un qui travaille plutôt sur l'humour, plutôt sur la distance, plutôt sur la théâtralité, avec de la magie, etc., évidemment, de manière induite, je me retrouve avec un public assez large. Mais c'est pas comme ça que c'est conçu au départ. Mais il y a un impact réel et il y a un besoin réel. Et je pense avoir... je peux parler comme ça à mon âge. Je pense avoir soulevé quelque chose. C'est-à-dire soulever le fait qu'il y a une nécessité, il y a un besoin de spectacle, d'humour intelligent sur la science aujourd'hui. Il y a un besoin comme ça. Et je pense qu'on a avec le chat de Schrödinger, j'espère avec le nouveau, soulevé quelque chose de cet ordre. Non, est-ce que je peux être méchant? Oui, je vous en prie. Alors, je vais essayer d'être méchant. Je vais essayer de reprendre la question précédente en étant plus méchant. Oui. Ouais, je n'ai pas dit qu'elle était vraiment méchante, mais je sens derrière qu'on peut effectivement aller plus loin que ça. Allons-y. Ou de manière plus ouverte. C'est vrai qu'on pourrait penser, après ce que vous avez dit, que vous renvoyez dos à dos scientifique et religion, en disant finalement, c'est du pareil au même, les scientifiques font des choses, mais bon, après tout, il y a toujours Dieu derrière, etc. Ça, on pourrait imaginer ça. Et dans le fond, quand on s'en va, à moins de connaître... C'est pas dos à dos, hein, c'est face à face. Est-ce que c'est face à face? Est-ce que c'est c'est dos à dos? Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est la même chose? Attendez, je termine ma question. Je dis ça parce que c'est exactement le problème tel qu'il se pose aux États-Unis en ce moment, où on demandait d'enseigner dans les collèges et les lycées le créationnisme exactement au même niveau que le Big Bang ou la théorie de l'expansion d'univers. Donc c'est un vrai problème. Essayer si vraiment on se place au centre de tout et que qu'il n'y a plus de hiérarchie, rien de notre priorité, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on n'ajoute pas une confusion supplémentaire ou est-ce que l'on perd pas les gens? Donc ma question c'est ça. Est-ce que finalement vous arrivez à clarifier dans vos spectacles votre discours, votre position par rapport à ce que vous présentez, par rapport au Big Bang ou par rapport à ça? J'achète le mot confusion. Le mot confusion, il est créé de fusion et de con. Donc j'achète ce mot. Mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais des conneries et j'essaye de mettre en fusion un certain nombre de choses. C'est ça mon rôle.
Et je ne mets pas dos à dos, je mets face à face. Et ce que j'entends, c'est de créer un dialogue. Je vais, d'ici quelques temps, il y a à Vincennes le pasteur Nelson, qui est un protestant, qui a assisté, on a fait des débats avec lui. Il nous a donné sa vision qu'il avait de Dieu, etc. Parce qu'il avait de l'espace. C'est assez étonnant, d'ailleurs, d'entendre ce pasteur parler de l'espace. Et comment il voit Dieu dans l'espace. Il a des notions de topologie qui sont assez étonnantes. Hein. Bon, ça m'intéresse la façon dont il parle. Ils vont venir voir le spectacle et je vais aller voir les jeunes à qui il enseigne la religion pour discuter avec eux. Et puis bon, je vais faire la remise des masters de physique quantique à l'université d'Orsay. Et bon, il y a des gens de différents horizons qui s'intéressent à ce travail. Et moi, j'entends essayer de faire un travail œcuménique autour de ça. Et je pense que c'est possible. Et dos à dos. Qu'est-ce que vous entendez par œcuménique? Parce que c'est pas. Qui fait d'air. Où est le besoin d'être œcuménique? Quand on décrit le Big Bang, on ne prend absolument pas parti sur les religions. Non. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'être œcuménique. Entre science et religion. C'est-à-dire, pour moi, entre la science et la religion, il n'y a pas de conflit de savoir. Il y a des conflits de pouvoir. Il n'y a aucun problème de. Ils ne savent rien. Vous, physicien, moi, physicien, on ne sait rien. Les religieux, ils ne savent rien du tout non plus. La question du savoir ne se pose pas. Fondamentalement, on ne sait rien. Ce qu'on sait par rapport à ce qu'on a à savoir, c'est epsilon. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, le peu de savoir qu'on a, on est capable de le mettre en branle avec un pouvoir, avec une force de frappe donnée. Et c'est ça, c'est là qu'il faut se battre. Donc moi, j'entends essayer de faire discuter les uns et les autres au travers de la notion relative savoir-pouvoir. Il n'y a pas de problème de savoir, personne ne sait rien. Par contre, il y a des problèmes de pouvoir. Et ces pouvoirs, il faut en discuter, il faut les mettre en jeu, et puis il faut regarder la réalité telle qu'on pourrait la voir, et il faut se regarder et se toucher, comme je disais. Pour avoir une petite notion du présent, il faut se toucher. Alors touchons-nous pour être touchés et avoir des émotions. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que vous avez quelques réactions sur ce point qui me semble très important mais... Je voulais juste dire que je pensais que les religions cherchent plutôt à imposer leur savoir et que les scientifiques cherchent à savoir. C'est la différence entre les scientifiques et les religions. Ok, mais quand tu fais ça, je comprends ce que tu dis, hein, je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais quand tu fais ça, tu commences à sortir les mitraillettes. Moi, je dis sortons les mitraillettes, mais pas armées, sans munitions. Tu vois? Quand tu fais ça, tu commences à mettre en opposition religion, science et religion. Et moi, je préfère dire Bereshit Ba'a, avec 2 B comme Big Bang. La science et la religion sont donc en accord avec le B. Le problème, ce serait le A. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Bereshit Ba'a, Big Bang, on sait ce qui se passe au B, mais on ne sait pas ce qui se passe au A. Et les religieux, comme les scientifiques, ils ne savent pas ce qui se passe au A. Alors, comme personne ne sait, eh ben, parlons-en. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Mais je ne tiens pas à faire la guéguerre comme tu le proposes. Enfin, oui, c'est pas une question. Une réponse à votre question concernant. Oui. Bonsoir. Concernant la façon dont ça peut être reçu, je pense que des élèves peuvent très bien recevoir votre discours avec toute la distance qui s'impose. Je pense même que ça a une certaine valeur pédagogique. Introduire un repère orthonormé comme vous l'avez fait, ça peut déclencher des choses et ça peut très bien, à mon avis, se voir en classe à la charge de l'enseignant de rebondir et de ramener les choses à la raison, quelque part. Ou à une raison. Oui, j'entends. Ouais. C'est essentiellement un outil de dialogue, ce spectacle. Il y avait une réaction. Comme ça. Et de tolérance. Ou une question. C'est encore un sens. Merci. Excusez-moi, je reviens sur le problème religion scientifique. Oui, très bien. Il y en a un qui ne se posait pas beaucoup de questions, c'était Georges Lemaître, le prêtre belge, oui. qui a introduit la notion de Big Bang. Tout à fait, oui. Ça, c'est magistral, ça. Parce que lui, il a fait la synthèse entre les deux, quoi. Là. Tout à fait, oui. Enfin, il n'a pas fait la synthèse, il a séparé les choses, c'est pas une synthèse. Hein. Georges Lemaître, justement, quand il introduit l'atome primitif, il laisse Dieu où il est. Il dit, je ne sais pas, ça c'est la création, le pourquoi, y a-t-il un univers plutôt que rien, de Leibniz aussi. Et lui, il s'intéresse au processus. À partir du moment où il a été enclenché, il s'intéresse à ce qui se passe après. Il ne se pose aucune question, il ne formule rien sur
Donc je trouve qu'il y a une séparation en fait. C'est pas tellement. C'est pour ça que la synthèse, non, je la vois pas tellement. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas la faire en tout cas. Peut-être qu'on a envie de la faire, mais. Il a défendu aussi ses idées. Alors, il a défendu ses idées parce que la religion s'en emparait et risquait de les déformer totalement. Tout à fait. Oui. Et il est allé jusqu'à Rome pour défendre son idée, ce qui est la vérité et qu'il faut dire. Alors maintenant, pour répondre à votre question de théâtral, etc., je fais un parallèle avec Raymond DeVos pour les mots de la langue française. Je pense qu'on a crié au départ, les maîtres, maîtresses et autres ont crié sur Raymond DeVos parce que, et après ça sur Pierre Perret, la même chose sur la dérive du langage, etc., sur la manière et la grossièreté soi-disant, etc., ce qui était une vue pessimiste. Et je crois que la science a besoin d'être démystifiée, parce qu'on assiste actuellement à une espèce de monopolisme qui s'instaure pour créer des maîtres à l'ancienne, c'est-à-dire des précepteurs, à rejeter les enfants. Jamais j'aurais pu avoir la place que j'ai maintenant si je n'avais pas trouvé des gens qui m'avaient permis de me cultiver. Parce que je suis un autodidacte. J'étais un paresseux et j'étais quelqu'un qui faisait tourner en bourrique mais les maîtres. Or maintenant, un gosse, je vois mes petits-enfants, eh bien, on va les orienter à tel niveau pour faire de l'artisanat ou autre chose, sans savoir qu'être artisan, j'y étais, eh bien, le nombre de coups de pied au derrière et de baffes qu'on peut recevoir, c'est quand même énorme. Donc je pense que ça ne change pas et qu'il faut apprendre aux élèves à travailler et être responsable d'eux. Et en même temps former la classe pour que les autres les aident. Mais pas faire des catégories. On n'est plus à cette époque-là. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si je peux juste préciser, moi je pense qu'il faut que chacun reste à sa place, que la religion reste à sa place et que la science reste à sa place. Mais quoi qu'il en soit, les mettre à leur place, c'est pas les opposer. C'est pas les opposer. On peut mettre les armées l'une en face de l'autre sans pour autant faire la guerre. C'est de la dissuasion, tout à fait. Comment? Et de Bush non plus. Mais bon, peut-être qu'on va... On va arrêter. S'il y a d'autres questions, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Quelqu'un qui n'en aurait pas posé par Oui. hasard? Non? Vous viendrez nous le dire après, parce que là, s'il y a quelqu'un qui a une question qu'il n'a pas posée, effectivement. Tout le monde a parlé? Eh bien, c'est la fin. Voilà. Comment? Les coordonnées de votre spectacle, Ce spectacle se donnera, puisqu'on nous pose la question, on va y répondre, à Vincennes à partir du mardi 9 novembre pour 6 semaines. Et le théâtre de Vincennes, c'est 16 rue Charles Pathé à Vincennes. Voilà. Non, c'est pas le théâtre du Soleil. Le théâtre du Soleil, il est à Paris 12e. Il est dans le bois de Vincennes, mais le bois de Vincennes, c'est le 12e. Là, c'est Vincennes, c'est la commune de Vincennes. Voilà, il y aura des annonces dans le Pariscope, il y a les colonnes Maurice actuellement. Voilà. Merci. Assez bien annoncé. Merci Norbert et bonne chance pour votre spectacle en tout cas.